ceux qui conçoivent et qui développent des logiciels. Oui, j'ai oublié de dire que SunGard, c'est à peu près 23 000 personnes dans le monde et c'est pratiquement 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, présent dans plus de 200 pays. Enfin bon, c'est une grande corporate qui s'est intéressée à la Tunisie parce que, et ça c'est un point important sur lequel je reviens, parce qu'en fait la Tunisie est très compétitive vis-à-vis non seulement de l'Afrique du Nord, mais également eu regard à l'ensemble du marché offshore. Donc en fait, les autres locations de SunGard, c'est l'Inde. Donc en fait, avec Pune et Bangalore, il y a à peu près 3000 personnes qui travaillent chez SunGard. À Tunis, nous avons démarré avec 100 personnes il y a 3 ans, parce que SunGard a racheté GL Trade et que GL Trade était présent déjà en Tunisie avec 100 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 520, 530. Donc en fait, en 3 ans, on a multiplié à peu près par 5. Donc je me permets de vous interrompre. Donc il y a une lueur d'espoir dans quelques secteurs économiques, dans l'offshoring. Parce que la destination Tunisie est une destination compétitive. Et c'est pour ça que Est-ce que vous pouvez détailler un peu ce point? Pourquoi c'est compétitif? C'est la structure de coût. Si on regarde la structure de coût, tout le monde croit, y compris, je pense, certains excellents consultants de McKinsey, que la Tunisie est plus chère que l'Inde. C'est vrai, dans l'apparence, comme ça, très vite vu. C'est 20 à 30%, mais quand on regarde de plus près, je regarde chez moi, chez SunGard, aujourd'hui, on a une structure de tarification, de facturation qui égale l'Inde. D'accord? Donc le cost of, ce qu'on appelle le compensation benefits, donc les salaires, c'est vrai qu'ils sont supérieurs. Le marché est tiré par l'Europe, évidemment. Donc en fait, c'est 20% plus cher, admettons, que l'Inde. Par contre, la partie infrastructure revient moins cher. Et il revient moins cher, pas parce que c'est uniquement la Tunisie, mais parce que aussi le gouvernement, avec l'État, on a signé une convention, etc. Il y a un certain nombre d'aides, de supports, qui font que la facture infrastructure baisse un peu, notamment en ce qui concerne les mètres carrés, avec un niveau de standard qui est quand même A+, dans des immeubles qui sont aussi bien pour HP que SunGard, que d'autres immeubles vraiment qu'on peut ranker à niveau international, sans honte. Mais également au niveau des coûts télécoms qui sont extrêmement chers normalement depuis la Tunisie et donc il y a aujourd'hui des tarifs spécifiques destinés à ces entreprises qui emploient, d'accord. Et ça m'amènerait à un point plus général qu'on a attaqué au niveau de TACT, qui est l'association Tunisian Association for Communication and Technology. Je reviendrai là-dessus. C'est une association qu'on a créée au lendemain du 14 janvier comme initiative entre personnes plus qu'entre entreprises, pour donner un nouvel élan pour comment aider pour employer plus de monde. On a compris qu'à ce moment-là, il fallait qu'il y ait plus d'investisseurs et que la Tunisie, en tant que site offshore, soit vraiment beaucoup plus visible et que des éléments du type que j'ai cité, type cost, soient vraiment clairement identifiés et montrés. Mais ça va plus loin que ça. Ça va aussi jusqu'à développer une convention offshore, donc, au fait, qui permet de simplifier l'ensemble des mécanismes qu'offre la Tunisie aujourd'hui en termes d'aide, soit sur le plan des, vous savez, CVP, supporter la formation avant l'emploi, les avantages 7 ans, et plein d'autres avantages qui existent. Au fait, on s'y perd. Et au fait, on a créé une convention ensemble en travaillant avec le ministère de l'Emploi, mais également avec le ministère des Télécoms, parce qu'en fait, on est aussi partie d'une convention SunGard, etc. On est arrivé à créer une convention qui est très claire, très simple à comprendre par un investisseur étranger. Donc, l'objectif essentiel de TACT étant d'attirer des investisseurs étrangers vers le site tunisien. Voilà. D'accord, très bien. Donc, ce que je retiens, c'est quand même une lueur d'espoir, notamment dans le secteur de l'offshoring. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées, comme disent certains. Après, peut-être que Sinas Rahmar pourra nous parler un peu plus de TACT. D'abord, je vous remercie de votre présence. Je remercie également Latouche de m'avoir invité pour parler de cette initiative TACT. Peut-être qu'il convient de mettre en support quelques diapos Pour ça, il nous faut le mot de passe de Amin Salami. Comme on n'est pas des hackers, il faudra qu'on le retrouve. Alors, donc en anticipant sur les diapos, ce que je voudrais dire, en fait, le point de départ de tout ça, c'est une étude menée il y a 1 an, donc par McKinsey, sur... Le hacker le plus rapide. Voilà.
Voilà. Excellent. Ok, pas de problème. Donc, le point de départ, c'était une étude menée par McKinsey. Donc, Wissem Rorbel était de l'autre côté, donc, dans le cabinet du consultant, pour accompagner à l'époque le gouvernement en matière d'insertion de la Tunisie dans les activités de l'offshoring. La chose la plus importante à retenir de l'étude, au-delà des chiffres qui peuvent être vraisemblables ou pas, c'est que le secteur de l'offshore dans les technologies de l'information, c'est un secteur prometteur. Donc ça peut créer des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois. McKinsey parlait de 15 000 emplois par an pour les 10 années à venir. Donc 150 000 comme gisement d'emplois sur 10 ans, bien sûr. 15 000 emplois par an. Et ceci ne représentait guère que 1% du marché mondial, 1 à 2%. Alors, la révolution était là le 14 janvier il n'y a plus de suite, il n'y a plus de suite à l'étude. Et d'où l'initiative TACT, ça veut dire que, et là je dois remercier les acteurs de l'offshore, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de rien. Donc il y a des acteurs importants dans l'offshore en Tunisie qui ont prouvé qu'on peut réaliser du succès en la matière. Sans en faire la pub, je citerai Vermex, Singard, HP, qui ont créé des centaines d'emplois en la matière. Alors ils se sont dit, donc, pourquoi ne pas mettre en œuvre la musique, les recommandations de McKinsey? Est-ce qu'on a vraiment besoin justement d'attendre de nouveaux mécanismes pour... Et on s'est inspiré de l'exemple indien, puisque l'Inde est citée comme le meilleur exemple de l'offshore, la référence. Et en Inde, il y a une association au nom de NASSCOM. Alors, TACT, c'est un peu le NASSCOM tunisien pour promouvoir les activités de l'offshore dans l'économie numérique. TACT a été créé en tant qu'association. Le but de TACT, c'est d'agir en tant que front office pour promouvoir la Tunisie en tant que destination de l'offshore. Mais pour ce faire, elle a besoin justement, pour vendre cette destination de Tunisie, d'un... alors, on peut aller dans le défilement. Voilà. Donc au départ, l'étude. Alors l'initiative après le 14 juillet, c'est que d'abord un groupement d'entreprises exerçant dans l'offshore des success stories, je ne vais pas les citer toutes au risque d'en oublier quelques-unes, ont créé TACT. Évidemment, il y a les ministères clés donc, qui doivent accompagner cette initiative, le ministère de l'Industrie et des Technologies, le ministère de la Planification, de la Coopération internationale, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, mais il y a également, au sein de cette initiative, des institutions spécialisées de formation, des écoles d'ingénieurs, et Esprit a adhéré en tant qu'école citoyenne à cette initiative pour accompagner justement donc, dans la mise en œuvre d'une première action pilote. On peut défiler. Alors évidemment, je passe sur les objectifs que vient de citer Saad, le CEO de Singard, le positionnement de la Tunisie dans les activités à haute valeur ajoutée, BPO, ITO, R&D. Et on s'est dit qu'on va mettre en place un projet ambitieux visant à créer 10 000 nouveaux emplois qualifiés par an, dont 20% dans l'ITO, 80% dans le BPO, dont 50% de ces emplois. C'est à peu près 12% de ce qu'on forme de la capacité des universités tunisiennes en termes de jeunes diplômés, c'est bien ça? Par rapport au flux des nouveaux diplômés. Donc, mais ce n'est pas destiné justement qu'aux nouveaux diplômés. On s'est dit que ces nouveaux emplois doivent viser le stock, d'où le problème du traitement du chômage. Donc au moins 50% de ces emplois sont destinés
aux demandeurs d'emploi diplômés de l'enseignement supérieur, qui n'ont peut-être pas les qualifications requises pour être employés directement, mais qui, moyennant une formation ad hoc, peuvent le devenir. C'est sous le rôle d'esprit. Juste le stock, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire en fait c'est les gens qui sont diplômés mais qui sont au chômage. Voilà. Donc, mais c'est un terme barbare utilisé par des techniciens, on va dire. Alors, je ne vais pas passer sur les avantages concurrentiels de la Tunisie. Pour vous donner une idée, si ce projet d'abord, on a revu à la baisse les chiffres cités par McKinsey. Donc, on parle plus de 15 000, mais de 10 000. Mais à l'horizon de 5 ans, pour nous donner de la visibilité, en tant qu'impact économique, si d'aventure ceux-ci sont réalisés, ça donnerait des revenus en devises pour le pays équivalents au secteur du tourisme. Alors cette initiative a abouti à la mise en place d'une feuille de route en 4 axes. Et le plus important dans cette feuille de route, là où Esprit a joué un rôle, c'est la mise en place d'une formation reconversion destinée aux demandeurs d'emploi, qu'on a estimé un vivier de 50 000 à peu près, qui n'ont pas pu justement, faute de qualification et de compétences, avoir de l'emploi. Donc nous avons mis en place avec les entreprises de tact une formation sur 10 mois. Et l'originalité dans cette formation, je vais passer sur le détail, le contenu pédagogique, c'est que cette formation fait l'objet d'un vrai partenariat public-privé, dans le sens où il n'y a pas d'engagement des parties prenantes sur les moyens uniquement, mais un engagement très ferme sur les résultats. Un engagement d'abord de ces jeunes demandeurs d'emploi qui ont connu des années difficiles en matière de recherche d'emploi et qui sont volontaires pour adhérer à cette initiative, pour ressusciter l'espoir en eux, pour trouver au bout un emploi. Un engagement du ministère à accompagner cette initiative en finançant la formation, mais sur la base des résultats, de l'insertion effective de ces diplômés dans le marché du travail. Un engagement des entreprises à créer de l'emploi et à recruter au bout, pour peu que ces jeunes soient dotés d'un minimum de qualifications et de compétences, et un engagement d'esprit en tant que partenaire dans la formation à atteindre ces exigences en matière de compétences et à n'être rémunéré que sur la base des résultats attestés par des certifications délivrées par des tiers. C'est l'originalité de cette formation. C'est une action qui vient de démarrer le 19 septembre, qui touche 200, donc à peu près un vivier de 200 diplômés qui ont été sélectionnés suite à un long processus, conjointement par les entreprises et par Esprit, sur la base de leur volonté d'abord, mais sur la base également de prérequis à satisfaire pour assurer des garanties de réussite au bout. Ça fait 7 jours qu'ils sont là, donc ils ont démarré. Et si d'aventure cette expérience pilote réussissait, elle pourrait être multipliée à très grande échelle pour réaliser un peu les objectifs cités en matière de création d'emplois dans l'offshore. Voilà. D'accord. Donc ce qu'on retient, entre autres, de l'intervention de Sinasser, c'est que, en complément à ce que a dit Siral Torjmen, c'est que le secteur de l'offshoring présente un énorme potentiel pour l'économie tunisienne, pour le recrutement de jeunes diplômés, et que cette expérience pilote qui touche 200 personnes et qui est le fruit d'une expérience inédite entre secteur public, centre de formation privé et entreprises participantes, permettra de recycler, de reformer, de donner une chance, comme on a dit, une lueur d'espoir à plus de 200 personnes et on espère plus, pourquoi pas, reproduire cette échelle-là. Alors justement, j'aimerais poser maintenant la question à Sitahar. Sitahar, qu'est-ce qui freine aujourd'hui, qu'est-ce qui a freiné, qu'est-ce qui freine et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce genre d'expérience, ce genre d'initiative soit un standard en Tunisie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la formation professionnelle et dans l'idée plus large, l'enseignement, puisse aider de manière efficace les entreprises à recruter, les jeunes diplômés à trouver facilement et rapidement de l'emploi et l'État à dépenser moins efficacement son argent? Merci. Je voudrais remercier tous les présents
Je pense que je suis le plus jeune de vous tous. Donc, du haut de mes 75 ans, donc je vais vous dire quelles sont les bêtises que nous avons commises à votre égard. Rappelons-le, Sitar était le président de l'ATFD, l'agence tunisienne, l'ATFP, l'agence tunisienne de la formation professionnelle. Tous les mots que vous avez entendus, nous en sommes responsables. Donc, et on va vous dire quelles sont donc, les orientations politiques très graves qui ont été prises pour notre pays et qui ont engendré ces catastrophes. Je vais vous donner 2 chiffres. La Tunisie, c'est un pays de 10 millions d'habitants. Mais elle dispose d'une université avec 400 000 étudiants et d'une formation professionnelle qui fait 40 000 stagiaires. Et vous voyez donc l'origine de la catastrophe. La Tunisie a cultivé dans la tête de chaque citoyen qu'il peut être un titulaire de bac plus N le plus grand possible. C'est ça qui est la seule voie valorisante. Elle a toujours considéré que la formation professionnelle, c'est une punition à l'égard de nos enfants qui ne sont pas studieux. Et donc, on a mis la formation professionnelle comme étant un exutoire. Donc, il ne faut pas y aller. Et ceux qui y vont, c'est vraiment ceux qui ne valent rien pour la société. Alors, à l'époque où on m'avait appelé pour pouvoir participer à la mise à niveau de la formation professionnelle, le gouvernement de l'époque avait pris conscience de l'importance de ce secteur de la formation professionnelle. Et on avait fait des études. Et il y a une étude qui s'appelle l'étude 21, qui avait été, disons, zoomée des pays les plus développés. Et on a pris 3 pays, l'Allemagne, la Suède et la Suisse. Nous nous sommes dit, ces pays de l'Europe, ils ont des succès industriels énormes, qu'ils en sont les secrets. Et donc on a vu le système éducatif de ces 3 pays. Ils ont un point en commun. Ils ont considéré que l'école de base ne permet aux jeunes d'aller vers l'enseignement général qu'à 20% de leurs jeunes. Les 80% suivent la filière de la formation professionnelle. Et par la filière de la formation professionnelle, ils vont aussi loin qu'ils peuvent. Et donc, le résultat, vous voyez l'Allemagne, lorsque vous allez voir un peu la grande industrie allemande, vous allez trouver une armée d'ingénieurs qui sortent des Fachhochschulen, donc des jeunes qui n'ont pas le bac et qui ont suivi un cursus de formation professionnelle valorisant tout au long de carrière. Et donc, ce sont les adjudants de l'armée industrielle de l'Allemagne. Nous n'avons pas de ces adjudants. Donc, c'est une armée mexicaine, il n'y a que des généraux. Et vous en êtes l'illustre exemple. Et nous sommes fiers que vous fassiez partie de ces généraux. Mais les généraux, ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. Et donc, c'est une promotion. Alors, on s'était dit, alors, pourquoi pas nous? On va essayer donc, de prendre ce système, de le domestiquer et en faire donc, quelque chose de valorisant pour nos enfants. Et c'est là où nous nous sommes plantés d'une façon terrifiante. On pensait que cette opération formation professionnelle conséquente d'une école de base, ça doit être la règle en Tunisie. Et on a fait la promotion de ce secteur d'activité. Le contribuable tunisien, à l'époque où j'étais donc aux affaires, avait dépensé, à l'époque, la bagatelle de 500 millions de dollars pour ce secteur. Beaucoup de centres sectoriels ont été créés. Et on s'était dit, voilà, donc, on va cette fois-ci, à la commande de l'entreprise, sous le contrôle de l'entreprise, former des jeunes qui ont les compétences nécessaires pour accéder au travail de l'entreprise. Voici une démarche logique. Donc, la demande de la formation part de l'entreprise. Et on a fait un énorme partenariat avec le TK de l'époque. Et donc, on s'est mis à vouloir faire une belle chanson. Sauf que, cette belle chanson, il faut que les gens qui y jouent à l'intérieur, chacun joue sa partition convenablement. Et c'est là où la cacophonie donc, est arrivée. Ce système allemand, c'est un système dual. 50% de la formation de leurs enfants s'effectue en entreprise. Et l'entreprise a un département qui est professionnel de la formation professionnelle, qui dispense une formation réelle avec des maîtres qui sont sélectionnés pour leur qualité de formateurs. Ils ont donc mis tous les moyens pour qu'ils réussissent à donner des compétences à leurs enfants. Nous n'avons tenu de l'alternance que l'évacuation de la place dans le centre de formation professionnelle, en envoyant 50% des jeunes à l'entreprise
Et l'entreprise n'est pas préparée pour ça. Elle n'a aucun moyen pour pouvoir donner une formation. Et la musique était peut-être assez bonne à écouter, mais la chanson, elle était horrible. Elle est horrible. Aujourd'hui, même ce secteur, qui est pourtant valorisant, il connaît un fort taux de chômage. Le fait de tunisifier un excellent concept de l'Europe. À chaque fois que le Tunisien s'est cru plus intelligent qu'il n'est, il a voulu tunisifier. À chaque fois, il a fait une catastrophe. Parce qu'il s'entête à penser qu'il est plus intelligent que les normes de qualité internationale et il crée ses propres normes. Et dans ses propres normes, évidemment, il file le virus de la non-qualité. Je donne l'autre exemple pour lequel j'ai participé d'une façon assez lourde. Je suis le fondateur de tous les ISET du pays, avec une étude extraordinaire, une vision à l'époque où on avait trouvé que la Tunisie formait 3 ingénieurs pour un technicien supérieur, dans les années 90. Et donc, on a voulu renverser la pyramide. On a créé le réseau des ISET. Et à l'étude, à l'époque, on avait dit la Tunisie, l'économie tunisienne ne peut pas supporter plus que 12 ISET à l'échelle du pays. Et donc, on devait les localiser dans les endroits industriels qui doivent participer dans cette formation. Ce projet a eu tellement de succès qu'il a crevé de ce succès, puisque à chaque fois, dans chaque patelin, il faut qu'il y ait ça m'hésite. Pourquoi? Parce que les politiques sont en emparés, ou que le député, et la catastrophe, c'est le chômage. Puisque dans ces ISET, il n'y a pas les moyens adéquats de la qualité. Ces formateurs, ces enseignants technologues que nous devons former par l'agrégation, tout ça a disparu dans les trappes. Donc, normes de qualité enlevées, catastrophe dans la formation. Et le marché d'emploi, je vous assure, vous pouvez être aussi nombreux que vous voulez. Vous pouvez vous remonter tant que vous voulez. Tant que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour pouvoir faire profiter de l'entreprise de vos compétences, vous ne serez jamais employé. C'est ce cri d'alarme que je dis devant nos enfants. La vie est devenue très difficile. Pour notre génération, elle était extraordinaire, puisque tout était ouvert pour nous. On pouvait être les derniers des crétins diplômés de l'enseignement supérieur. On avait un poste de travail. On apprenait le métier sur le dos de tout le monde. Aujourd'hui, c'est fini pour vous. Ou bien